Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historiapolis, qui fait enfin son grand retour après quelques temps d'absence. L'histoire religieuse a déjà été abordée sur cette chaîne par l'intermédiaire d'une longue série sur l'histoire du peuple juif, mais aussi dans la série sur l'histoire de la philosophie qui aborde également l'influence de la théologie et de la pensée de type religieux sur les différentes sociétés. Cette nouvelle série, en 2 épisodes, va être consacrée à une certaine histoire du christianisme, car l'histoire de la religion chrétienne dans son ensemble ne pourrait pas être synthétisée en seulement 2 épisodes. On va donc se concentrer ici sur l'histoire des différents ordres monastiques catholiques, de leur influence, de la place qu'ils occupent dans l'Église, qu'il s'agisse de congrégations masculines ou féminines, puis dans le prochain épisode sur l'histoire de la papauté en tant que telle, de l'évolution de l'image et du statut du pape comme personnage et de l'évolution de la centralité de Rome comme lieu fondamental du monde catholique. Pour ce premier épisode, je me suis appuyé principalement sur le livre de l'historien Bernard Ours, Histoire des ordres religieux, une excellente synthèse parue à la collection Que sais-je qui publie de nombreux ouvrages très courts et pédagogiques sur des sujets extrêmement variés et que je recommande à tout le monde de consulter lorsque vous souhaitez vous renseigner sur un sujet inconnu. Mais plongeons directement dans le cœur du sujet de notre premier épisode, c'est-à-dire l'histoire de la vie monastique, des origines jusqu'à aujourd'hui. En fait, cette pratique est très ancienne. Elle remonte jusqu'à l'Antiquité. Il faut d'abord séparer 2 types de monachisme. Donc le monachisme, c'est-à-dire la pratique de l'activité de moine. D'un côté, le monachisme dit érémitique, qui se pratique seul, en ermite, et le monachisme cénobitique, donc en communauté. L'apparition du monachisme est traditionnellement datée du IVe siècle, en réaction à l'institutionnalisation de l'Église. En effet, avant l'édit de Milan en 313, dit aussi édit de Constantin, qui normalise et tolère officiellement la pratique du christianisme, l'Église est en quelque sorte face au monde, en opposition à lui. L'émergence du monachisme vient ainsi offrir une alternative aux chrétiens désirant continuer de vivre en retrait du monde, face à une Église qui pénètre désormais pleinement la société. Le monachisme au sens d'ascétisme et de vie en retrait du monde, que ce soit seul ou en communauté, n'est pas une pratique nouvelle. Elle existait déjà dans d'autres religions, notamment asiatiques, comme le bouddhisme ou le jaïnisme, et le courant juif des Esséniens pratiquait une forme d'ascétisme proche des premières pratiques chrétiennes du monachisme. Le père de l'Église, Origène, est parfois lui aussi considéré comme un précurseur du monachisme. Dans les premiers siècles de notre ère, le proto-monachisme prend des formes très diverses, de petites communautés presque recluses dans des grottes à des anachorètes vivant au sommet de colonnes comme Siméon le Stylite, forme que l'on retrouve aussi bien en Égypte qu'en Syrie par exemple. En Occident, le cénobitisme, donc je le rappelle la vie en communauté, va rapidement prendre le pas sur l'érémitisme, même si de nombreux fondateurs de communautés avaient expérimenté ce dernier mode de relation avec Dieu. Le monachisme arrive par l'Italie centrale et méridionale. Sa figure la plus connue est au VIe siècle Benoît de Nursie, qui, après avoir été ermite à Subiaco, à 70 km à l'est de Rome, fonde l'abbaye du Mont Cassin. En Gaule, 3 figures majeures dominent le développement du monachisme. Martin de Tours, qui a une influence significative dans le bassin parisien, et au sud Honorat de Lérins, qui fonde la célèbre abbaye de Lérins au début du 5e siècle, qui devait pour longtemps devenir un véritable centre de formation d'évêques et de théologiens. En Gaule, 3 figures majeures dominent le développement du monachisme. Martin de Tours, qui a une influence significative dans le bassin parisien, et au sud Honorat de Lérins, qui fonde la célèbre abbaye de Lérins au début du 5e siècle, qui devait pour longtemps devenir un véritable centre de formation d'évêques et de théologiens, mais aussi Jean Cassien, fondateur de l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Le monachisme essaime aussi en Irlande sous l'influence de Saint Colomban, en Afrique du Nord avec Saint Augustin et dans la péninsule ibérique avec notamment Léandre et Isidore de Séville, et les premières règles se développent au même moment, dont la plus connue est celle de Saint Benoît datant de 530. Concomitamment au monachisme masculin, le monachisme féminin se développe, organisé par la règle de Saint Césaire. Progressivement, la règle de Saint Benoît va finir par s'imposer comme la règle dominante du monachisme occidental. Les moines anglo-saxons d'Angleterre, qui cherchaient une alternative aux règles irlandaises, ont d'abord systématisé cette règle dont le pape Grégoire le Grand au VIe siècle avait généralisé l'usage en Italie. Les moines anglo-saxons allaient ensuite évangéliser la Germanie selon cette même règle. Mais c'est surtout Benoît d'Aniane, protégé de Louis le Pieux, le fils de Charlemagne, et
empereur d'Occident de 814 à 840, qui allait, en formidable organisateur et fondateur d'abbayes, généraliser cette règle à presque toute l'Europe de l'Ouest. C'est alors que l'on va assister à l'essor formidable de l'abbaye de Cluny. L'exceptionnelle longévité des abbés jusqu'au XIIe siècle, la capacité de l'abbaye, à travers ses mémoires et ses publications, à se vendre entre guillemets au niveau européen comme lieu de savoir et d'indépendance, on parlerait aujourd'hui un peu trivialement de stratégie marketing, la capacité à obtenir de Rome toujours plus de prérogatives et enfin la construction sur le long terme d'un vaste réseau d'abbayes et de prieurés sur tout le continent, a largement contribué au rayonnement de Cluny qui a formé de nombreux évêques, théologiens, papes et même antipapes. Cependant, avec l'installation de l'abbaye au centre d'un pouvoir ecclésiastique européen assez élitiste, la contrepartie a fait que Cluny a peu à peu acquis l'image d'une institution ayant renoncé à l'idéal d'ascèse monastique vanté par les bénédictins eux-mêmes. Ainsi, dès le XIe siècle apparaissent de nouvelles conceptions de la pratique monastique, tant par le biais d'un retour en force de l'érémitisme que par l'organisation de nouveaux modèles cénobitiques. L'ordre des Chartreux, fondé par Bruno de Cologne en 1084, bien que communautaire, privilégie la vie solitaire et silencieuse des moines, qui vivent en cellules individuelles et lisent énormément. Rapidement, le monastère de la Grande Chartreuse, près de Grenoble, acquiert une grande influence, notamment grâce à sa règle carthusienne, donc relative aux Chartreux, édictée au XIIe siècle. L'ordre cistercien, pour sa part, ne peut être évoqué sans mentionner trois abbayes importantes. D'abord la première, l'abbaye Notre-Dame de Molesme, fondée par saint Robert, ou Robert de Molesme, en 1075, qui devait ensuite fonder en 1098 l'abbaye de Cîteaux, véritable cœur du développement de l'ordre. Enfin, l'abbaye de Clairvaux a été fondée en 1115 par Bernard de Clairvaux, peut-être le plus célèbre d'entre eux, qui a énormément fait pour développer l'ordre jusqu'à le faire dépasser Cluny en influence et en nombre de moines, allant jusqu'à 40% des réguliers français à la fin du XIIe siècle. Il faut par ailleurs souligner l'importance capitale du réseau cistercien dans la formation du tissu économique médiéval d'Europe occidentale, notamment du nord de la France. Au XIe et XIIe siècle apparaissent également les ordres de chanoines réguliers dédiés à l'éducation des populations voisines et à la vie paroissiale, en ville notamment. Il s'agit donc d'ordres qui ne sont pas coupés du monde malgré leur caractère régulier. Enfin, parmi les autres ordres influents dans le monde laïque, les ordres hospitaliers qui apportent le secours aux malades, et les ordres militaires qui combattent en Terre Sainte dans le cadre des croisades. En dépit de l'apparition des chanoines réguliers, le monachisme en Occident avait jusque-là largement été un fait rural. Or, dès le XIIe siècle apparaissent dans les villes européennes en pleine croissance des mouvements hétérodoxes, parfois hors des limites de l'Église catholique, dont la contestation de la richesse et des abus de pouvoir ecclésiaux sont au cœur des discours. On peut penser par exemple au mouvement cathare ou bien aux protestations d'Arnaud de Brescia à Rome vers le milieu du XIIe siècle, ainsi qu'au mouvement des pauvres de Lyon fondé dans les années 1170 dans l'église de Saint-Nizier, qui devait plus tard devenir l'église vaudoise. Au début du XIIIe siècle, il y a donc un double besoin urgent dans l'église, non seulement d'investir les villes, mais aussi de dénoncer les abus de pouvoir et de richesse. En 1209 apparaît donc en Italie centrale l'ordre des frères mineurs, que l'on nommera ensuite les franciscains, car fondé par François d'Assise et très attentif à l'impératif de pauvreté. Il s'agit d'un ordre populaire et urbain que l'on appelle mendiant. Leur ordre féminin principal est celui des clarisses, et en France on les nomme souvent les cordeliers. Quelques années après seulement est fondé en 1215 l'ordre des frères prêcheurs, à la fois complémentaire et très différent des franciscains. Créé par le prêtre castillan Dominique de Guzman, on surnomme cet ordre les dominicains. Ordre mendiant comme les franciscains, il repose cependant davantage sur l'étude, l'enseignement et la prédication. Saint Dominique, qui avait sur la route entre l'Espagne et le Danemark transité par le Languedoc et été bouleversé par les excès et la violence des cathares, allait donner aux frères prêcheurs une impulsion particulière de lutte contre l'hérésie. Dès lors, les dominicains allaient se consacrer à cette tâche ingrate mais indispensable en se voyant confier la responsabilité de l'Inquisition à partir de 1231 par Grégoire IX, qui avait été un proche de Guzman. Voici comment Bernard Ours résume l'état du monachisme en Occident vers la fin du Moyen-Âge. À partir du milieu du XIIIe siècle, la vie régulière s'organisa selon deux polarités non exclusives. D'une part, la voie contemplative fondée sur le modèle cénobitique bénédictin ou sur le modèle érémitique chartreux. D'autre part, une voie plus active, orientée vers la pastorale et l'assistance et adossée soit au modèle canonial,
soit au modèle nouveau des ordres mendiants caractérisés par le refus de la propriété et par la prédication. Rapidement, les ordres mendiants reçoivent de Rome des missions à l'échelle de toute la catholicité et deviennent les premiers missionnaires. Les dominicains particulièrement parviennent à intégrer les universités après 1257. Jacques Le Goff a attiré l'attention sur le lien privilégié que les mendiants ont entretenu avec le monde urbain. La ville, lieu privilégié de leur implantation, constituait la cible de leur apostolat, la source principale des aumônes et des dons qui les faisaient vivre, l'éventuel foyer universitaire où ils pouvaient à la fois se former et enseigner. Ils s'installèrent d'abord dans les faubourgs, puis souvent se déplacèrent vers le centre, tandis que les prêcheurs privilégiaient des couvents assez grands dans les villes assez importantes, les mineurs préféraient des couvents souvent plus petits dans des agglomérations plus modestes. Durant ce siècle, on peut signaler aussi, dans un contexte de croisade, la création de l'ordre du Carmel, à la fois mendiant et contemplatif. Il faut également mentionner les béguines, premier type de vie religieuse féminine non cloîtrée, en ce qu'il s'agit de laïcs, c'est-à-dire de célibataires ou veuves, souvent de bon milieu social, qui ne prononcent pas de vœux mais vivent dans un idéal proche de celui des ordres mendiants, dans des ensembles urbains appelés béguinages. Très indépendantes, les béguines étaient parfois mal vues et perçues comme dangereuses pour l'ordre social et ecclésial. À la fin du Moyen-Âge, en fait dès le XIVe siècle, une profonde crise morale touche le monachisme occidental et l'Église en général, appelant à des volontés de réforme du système. Les griefs visaient l'adoucissement de la discipline, la porosité de la clôture qui autorisait les visites des laïcs dans les monastères et menaçait la vertu de chasteté, l'enrichissement et le renoncement au travail manuel qui faisait oublier la sainte pauvreté. À part les chartreux, la plupart des ordres à partir du milieu du XIVe siècle baissent en effectif. La crise démographique et économique aggravée par la peste et les guerres n'est pas la seule responsable. Il y a un discrédit global qui mène au déclin de certains ordres et à l'apparition d'autres qui est réel. N'oublions pas que le schisme d'Occident prend place à cette époque, entre 1378 et 1417, dont résulte la concurrence entre la papauté d'Avignon et celle de Rome. Ainsi, le débat entre les ascétiques et ceux qu'ils traitaient de déformés, donc les communautés dont l'ascèse serait relâchée, prend-il une coloration sociale au-delà du simple aspect d'application rigoureuse de la règle ? Je pense qu'il y a derrière cette lutte un vrai conflit social entre un monachisme probablement embourgeoisé, si on peut utiliser ce terme, et un monachisme demeuré plus populaire, en même temps qu'une dynamique de plus en plus autoritaire et oligarchique qui se saisit du pouvoir papal. Il faut ajouter l'influence des souverains locaux qui font en fait des monastères l'objet d'une lutte historique entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Cette rupture entre ascète et relâché va prendre chez les franciscains la coloration d'une opposition entre spirituel et conventuel. Il serait intéressant de connaître l'interprétation d'historiens marxistes sur le sujet de ce débat du XIVe siècle, car on y trouve vraiment tous les éléments d'un débat prémoderne autour de la question de la pauvreté et de la propriété. Toujours est-il que c'est dans ce contexte que sont créés les Fraticelli, branche radicale millénariste issue des spirituels, inspirée des écrits de Joachim de Flore, qui perdurera du début du XIVe à la fin du XVe siècle. C'est durant ce siècle, avec le déclin des Fraticelli et le rapprochement entre conventuel et spirituel, que l'ordre franciscain va se réformer et donner naissance à un mouvement que l'on appelle de la stricte observance, les observants, renouant en partie avec l'érémitisme. Ce mouvement de l'observance a aussi eu un impact chez les dominicains, bien que ceux-ci furent un peu moins concernés par ce débat sur la pauvreté et la propriété, ainsi que chez les carmes. Mais en parallèle de la réforme interne des frères mineurs et prêcheurs, on constate la constitution d'un mouvement plus large, ce qu'on appelle la Devotio Moderna, dès la fin du XIVe siècle en Basse-Vallée du Rhin, avec notamment l'émergence d'une fraternité, les frères de la vie commune, rassemblement d'étudiants, de clercs et de laïcs alphabétisés, réunis par un règlement très souple, c'est-à-dire ni vœux, ni clôture, ni stabilité, dont l'activité centrale était l'étude, la méditation des Écritures, la copie de textes dans un idéal individuel de pauvreté, de sobriété et d'humilité. De manière frappante, on peut voir ici un mouvement précurseur de la réforme de 1517 et d'une conception protestante de la foi. La réforme protestante, justement, va rencontrer un grand écho chez les observants. Luther lui-même était d'ailleurs observant, et de manière générale, les monastères jouent un rôle actif dans l'essor du protestantisme, devenant par la suite, dans le monde germanique,
des écoles ou des lieux pour les paroisses. En Angleterre, les biens et bâtiments des monastères sont récupérés par la couronne. Si le mouvement de la réforme a aussi bien pris, c'est aussi évidemment car il a rencontré l'assentiment d'une bonne partie des princes et des puissances politiques du Saint-Empire. Et si la contre-réforme va préciser de nombreuses règles et réorganiser en partie les ordres, le mouvement de réforme interne, comme on l'a vu, avait commencé bien avant, dès le XIVe siècle, et devait se poursuivre jusqu'à ce que le monachisme atteigne un nouvel âge d'or, au début du XVIIe siècle. Les rénovations du début de l'ère moderne se sont souvent opérées dans un cadre national sous la tutelle de l'autorité d'État moderne en formation mais pas encore laïcisée. Elles consistaient souvent à réunir les abbayes nationales de chaque ordre en congrégations plus centralisées. En France, par exemple, la congrégation de Saint-Maur, dite aussi gallicane parisienne, réunit en son sein la majorité des établissements bénédictins français à partir de 1618. Jusqu'à la Révolution, Saint-Maur, d'abord sous la direction de son supérieur général Don Taris, se révélera l'une des congrégations les plus érudites et compétentes dans la recherche historique et la traduction ou édition de textes de pères de l'Église. Les rénovations amènent également à des créations de sous-ordres, notamment chez les franciscains, comme avec la création des Capucins en 1528, surtout présents en Italie, et des Récollets en 1601. La plus célèbre des créations de la période moderne est évidemment la Compagnie de Jésus, ou les Jésuites, fondée dans les années 1530 et approuvée par le pape en 1540. Le plus connu de ses fondateurs est Ignace de Loyola. Rapidement, son succès va être très important, équivalent peut-être pour le XVIe siècle à ce qu'avaient été les frères mineurs au XIIIe. À son propos, Bernard Ours écrit que son succès fut emblématique, d'une part car elle sut prendre en charge une attente, ensuite parce qu'on la retrouvait sur tous les fronts de la catholicité moderne, le plus souvent dans une position d'influence prédominante, et enfin parce qu'elle fut à la fois un bon reflet et un puissant agent de la centralisation du pouvoir pontifical au cours de cette période. À cette création, il faut ajouter celle de congrégations comme la congrégation de l'oratoire, les oratoriens, très tournée vers l'enseignement et la création de collèges et séminaires, fondés par Philippe Néri et Pierre de Bérulle, pour la branche française en 1611, mais aussi la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, donc les Sulpiciens, présents notamment en Nouvelle-France, ou encore la congrégation de la Mission, qu'on surnomme les Lazaristes, fondée par Saint Vincent de Paul en 1625, et très orientée vers la mission dans les régions populaires, pauvres et reculées de France. Du côté féminin, il faut mentionner la création de très nombreux ordres qui prendront notamment en charge l'éducation des jeunes filles. On peut citer l'ordre de Sainte-Ursule, donc les Ursulines, fondé en 1535 à Brescia, en Italie du Nord, ou encore l'ordre de la Visitation, les Visitandines, fondé en 1610 à Annecy par François de Sales et Jeanne de Chantal. Au début, la question se pose de la clôture ou de la présence plus ancrée dans le monde. Les filles de la charité, qui doivent elles aussi leur existence à Saint-Vincent de Paul, mènent une existence sans clôture ni vœux. Les sœurs grises, comme on les appelait, étaient particulièrement nombreuses dans les hôpitaux et les orphelinats. Vers le milieu du XVIIe siècle, le mouvement de création et de réforme des ordres catholiques initié plusieurs siècles auparavant commence à se tasser. En effet, le XVIIIe siècle est un moment difficile pour le monachisme. Les préjugés déjà existants durant les siècles précédents trouvent un bon réceptacle dans la littérature et la pensée des Lumières, à l'instar de Diderot et son roman La religieuse, achevé en 1780. Aucun ordre n'est véritablement épargné et le talent éventuel des auteurs ne renouvelle guère la thématique. Atteinte à la liberté individuelle et à la nature, hypocrisie dissimulant l'appât du gain et ou la perversion, paresse, ivrognerie et ignorance. Plus profondément, la critique vise l'incompatibilité de l'institution monastique avec la vie sociale. Mais la critique des réguliers ne provient pas seulement de l'extérieur. Elle provient également de l'intérieur de l'Église même, où les séculiers, à la fois les prêtres et l'épiscopat, se plaignent du trop grand nombre de réguliers et de leur utilité de moins en moins évidente dans une société moins chrétienne et où les séculiers sont mieux formés qu'avant. En effet, les monastères, lieux du savoir par excellence au Moyen-Âge, ne sont plus les seuls à enseigner dans les sociétés modernes. Les principales victimes des politiques de réduction des ordres monastiques sont les jésuites, interdits au milieu du XVIIIe siècle dans plusieurs pays latins dirigés par les Bourbons, accusés de très nombreux torts, mais principalement en raison de leur proximité avec le centralisme romain ou de leur activisme politique. Mais dans les années 1760 à 1780, des réformes politiques changent concrètement la situation, réduisant grandement le nombre d'ordres et de moines.
En France, c'est le cas à partir de 1766 et de la commission des réguliers mise en place par Louis XV. Dans l'Empire Habsbourg, c'est le cas de manière plus autoritaire à partir de 1781 avec Joseph II. Quant à la trajectoire du monachisme dans la modernité émergente, de toute évidence, en France, l'effondrement du nombre des moines est un témoin de la première phase de déchristianisation qui s'enclenche à partir des années 1760. Bernard Ours, dans son livre, parle aussi d'une variation très nette des pertes selon les ordres et les régions. Durant la Révolution française, les bénédictins, les cisterciens, dominicains et augustins enregistrent de nombreuses sorties, contrairement aux capucins, trappistes et chartreux. Par ailleurs, Bernard Ours nous dit que la sociologie du recrutement s'élargit à de nouvelles catégories sociales qui deviennent progressivement majoritaires. Alors que la noblesse et le monde des offices, donc la magistrature et les finances, avaient fourni la majorité des recrues au XVIIe siècle, le relais fut pris par la marchandise, la boutique et l'atelier, la paysannerie aisée. On peut l'interpréter de deux manières. Soit cela signifie que les monastères s'éloignent des milieux de pouvoir, soit cela signifie qu'ils s'adaptent aux nouvelles catégories sociales ascendantes, donc plus puissantes, à la faveur de la Révolution et de la suppression des ordres. Par ailleurs, l'effondrement des vocations masculines a été beaucoup plus fort que celui des femmes. Dans un monde nouveau où le monachisme est soumis à une forte critique quant à son utilité sociale, les ordres qui résistent le mieux sont ainsi ceux dont l'utilité sociale paraît la plus évidente, donc notamment ce qu'on appelait les bonnes sœurs, dévouées à l'activité hospitalière, comme les filles de la charité. Ainsi, on observe donc un mouvement général dans le monachisme consistant à se rapprocher du monde laïque. L'accélération de la modernité induite par la Révolution française va causer de nombreux bouleversements dans les ordres monastiques et leur rapport au monde. Dès le 18 août 1792, les révolutionnaires ordonnent la fermeture de tous les couvents et monastères. Sous l'Europe napoléonienne, la situation des diverses congrégations est très précaire et systématiquement limitée légalement. À partir de 1815, à la faveur du revirement conservateur de l'Europe et de la défaite de Napoléon, leur situation s'améliore considérablement. Presque partout, les jésuites furent à peu près les seuls à continuer d'évoluer dans un environnement nettement hostile de la part de la société civile et des pouvoirs publics. Globalement, la réouverture des congrégations féminines a été plus rapidement tolérée, car les femmes étaient considérées comme plus précieuses socialement, notamment les hospitalières, et moins dangereuses politiquement. Partout en Europe, le clergé régulier connaît une vague d'ascension entre les années 1820 et 1870. C'est à partir de la décennie 1860 que sa montée en puissance commence à inquiéter les pouvoirs politiques un peu partout en Europe. En Italie, dès les années qui suivent l'unité, on sait en effet que le Risorgimento, donc l'unité italienne, s'est réalisé en grande partie contre le poids de l'Église sur la péninsule. Des lois passées au niveau national en 1866-1867 confisquent les biens monastiques et abolissent la reconnaissance juridique des ordres, à la suite de ce qu'avait déjà fait le Piémont environ 10 ans plus tôt. Puis à partir des années 1870 suivront la France, passée en régime républicain, l'Allemagne avec le Kulturkampf bismarckien, la Suisse et la Belgique en 1874 et en 1878. En France, cette politique anticléricale perdurera et culminera dans la loi de séparation de 1905, après les nombreuses mesures spécialement prises contre les congrégations entre 1901 et 1904, dont la fameuse loi sur les associations qui était en partie dirigée contre elles, de manière à les interdire ou à les soumettre. L'effet immédiat de ces lois a été le départ de France d'environ 30 000 religieuses et religieux, allant grossir le cortège des missionnaires français que la République favorisait largement, en dépit de son anticléricalisme en interne. Missionnaires français qui se rendaient un peu en Europe, notamment en Irlande, en Belgique ou en Suisse, mais surtout au Québec et en Amérique latine. Entre la fin du Premier Empire et 1900, le nombre de religieux va donc exploser dans les anciennes communautés, mais aussi dans des créations nouvelles du XIXe siècle où l'on peut trouver parmi les plus connues les Petites Sœurs des Pauvres, fondées en 1839 en Bretagne par Jeanne Jugan, ou encore les Salésiens, inspirés par François de Sales, fondés à Turin en 1859 par Jean Bosco. Géographiquement, les fondations de congrégations dans la deuxième moitié du XIXe siècle ont lieu à 40% en France et en Italie du Nord, 40% dans le reste de l'Europe et un peu moins de 20% dans le reste du monde. Vers 1870, les religieuses formaient 58% des effectifs de l'ensemble des religieux français, faisant de la France véritablement le pays des religieuses.
2/3 d'entre elles environ se vouèrent à l'enseignement populaire, tandis que les autres constituèrent l'armature du personnel hospitalier, ou encore des hospices pour les pauvres ou des prisons pour femmes. Un recul des vocations peut déjà s'observer dès la première moitié du XXe siècle, mais n'est pas forcément facile à identifier dans la mesure où le nombre de religieux continue d'augmenter, en France ou en Italie par exemple. Bernard Ours explique cela par plusieurs facteurs, dont l'allongement de la durée de vie, ou le retour massif en France de congrégations autrefois bannies. Aux États-Unis, l'expansion monastique bat son plein, notamment à partir du monastère Notre-Dame de la Vallée à Rhode Island, ou du monastère de Gethsemane dans le Kentucky, dont le frère Thomas Merton fut particulièrement connu. Au niveau intellectuel, le néo-thomisme, doctrine antimoderniste ayant éclos durant le XIXe siècle, s'épanouit en particulier chez les dominicains qui créent la revue La Vie intellectuelle en 1928 et les éditions du Cerf en 1929. Les bénédictins avaient eux créé l'influente Revue bénédictine en 1884. Au milieu du XXe siècle, les courants modernistes se voient pour leur part bien représentés par les jésuites de Fourvière, à Lyon, notamment Henri de Lubac, qui, influencé par Teilhard de Chardin, prônera un certain détachement de la scolastique traditionnelle et un retour d'intérêt pour le christianisme des origines, notamment les pères de l'Église, dans un courant que l'on nomme la Nouvelle Théologie. Ce courant, qui devait largement influencer les développements futurs de Vatican II, avait d'abord été vu avec suspicion par Rome, qui est allé jusqu'à les interdire d'enseignement. La deuxième moitié du XXe siècle voit un effondrement du monachisme européen. Les seules communautés à résister sont celles qui surfent sur la vague de ce qu'on appelle le renouveau charismatique, même si elles se tournent aussi très largement vers les laïcs, notamment les jeunes couples, les célibataires, comme la communauté de l'Emmanuel fondée à Paris en 1972, ou la communauté du Chemin Neuf à Lyon l'année suivante. On peut conclure cet épisode en faisant un bref retour sur l'histoire des missions catholiques hors d'Europe. Elle commence au XVIe siècle dans le sillage des colonisations espagnoles et portugaises, donc en Amérique latine auprès des Indiens, et en Asie dans les divers comptoirs. Les jésuites avaient une méthode d'évangélisation diamétralement opposée à celle des franciscains et dominicains, en ce qu'ils revendiquaient une forte part d'inculturation. Ils apprenaient les langues locales, s'adaptaient aux coutumes, acceptaient dans une certaine mesure les particularités des populations autochtones, là où les autres ordres se faisaient les garants de l'orthodoxie de la liturgie catholique. Ce débat a fait long feu au sein de l'Église. Cette méthode d'évangélisation a mené parfois à des situations originales et fascinantes, comme lors de la querelle des rites chinois, ou des réductions du Paraguay avec les Indiens Guarani, village de 2000 à 3000 habitants vivant en autarcie selon une économie qui préfigure celle des communautés socialistes utopiques du XIXe siècle. Les missions féminines ont mis plus de temps à se développer, mais ont pris véritablement leur essor au XIXe siècle et ont connu un très grand succès, avec des figures médiatiques à partir du milieu du XXe siècle comme Mère Teresa à Calcutta avec les missionnaires de la Charité, ou Sœur Emmanuelle au Caire avec la congrégation Notre-Dame de Sion. Si la première vague missionnaire avait été largement ibérique, la deuxième vague, après la Révolution, fut très française. En 1900, 1/3 des missionnaires dans le monde étaient français. Enfin, dernier phénomène à noter, l'augmentation de plus en plus prégnante au fil du XXe siècle du nombre de religieux originaires de diverses régions du monde, notamment d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Voilà pour cette première partie sur l'histoire des ordres catholiques et de la papauté consacrée à l'histoire de la vie monastique. Le prochain épisode se concentrera donc plus spécifiquement sur Rome et les papes. Je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à liker cet épisode, à le commenter et à le partager, et à bientôt sur Historiapolis.